Il est 19h, Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres du journal. Coup de sang du maire d'Uturoa qui a appris via les réseaux sociaux qu'un frère et sa sœur étaient arrivés de Tahiti par hélicoptère pour se rendre au chevet de leur mère mourante. Le haut-commissaire répond que c'est tout à fait légal et qu'il s'agit d'un motif familial impérieux. Et il y a encore eu un cambriolage hier à Faripiti dans un magasin de tissus après une agence bancaire de Punaouia la semaine dernière. La DSP surveille aussi les établissements en cette période de crise pour limiter les vols. Nous serons en direct avec Gilles Taoutou tout à l'heure. Des pêcheurs invités à reprendre la mer pour alimenter la population en poissons frais. Le pays leur accorde le droit de partir en binôme malgré la période de confinement pour que leur activité ne soit pas trop difficile à gérer. Le monde économique en mal de réponses concrètes. La centrale téléphonique de la cellule de crise explose. Les interrogations sont nombreuses. Le secteur craint la faillite carrément pendant la période de crise sanitaire. La BPCO touche 15% de la population polynésienne ou quand les pathologies respiratoires sont un risque d'aggravation important si le malade venait à être contaminé par le coronavirus. Les spécialistes leur recommandent d'être particulièrement prudents pendant cette période. Et puis vous le savez, chaque mercredi, nous répondons à vos questions Internet et à vos inquiétudes. Surtout, le président du syndicat des médecins libéraux, Didier Bondou, sera en direct avec nous à la fin de ce journal. Le nombre de cas de coronavirus est stable en Polynésie française. Toujours 37 personnes contaminées après 489 dépistages, soit 26 dépistages de plus qu'hier. Il y a toujours une seule hospitalisation. On fera un point santé un peu plus tard dans cette édition. Selon le Haut-Commissariat, il s'agissait, je cite, d'un motif familial impérieux et légal lorsque des familles sont en souffrance, sauf que le maire de Uturoa crie au scandale et dénonce le fait de ne pas avoir été prévenue. Elle a appris que 2 personnes arrivées à l'hôpital d'Uturoa escortées par des gendarmes via les réseaux sociaux. 3 maires de l'île ont donc décidé d'envoyer une lettre ouverte au Haut-Commissaire. Vous l'avez sans doute appris, vous aussi, sur Facebook, qui en a fait la polémique du jour. 2 personnes, un frère et sa sœur, ont donc loué un hélicoptère pour se rendre à Areatea au chevet de leur mère mourante. Ils ont obtenu toutes les dérogations nécessaires en plein confinement. Le haut-commissaire affirme de son côté que toutes les mesures sanitaires ont été prises dans le respect du confinement. On fait le point tout de suite avec Caroline Fary et Julien Vesco. Ils avaient demandé l'autorisation exceptionnelle des autorités pour venir voir leur mère mourante à Areatea. Débarqués par hélicoptère, le frère et sa sœur étaient censés rejoindre Tapu Tapuatea par bateau pour être confinés à domicile avec la patiente. Ils ont finalement été escortés jusqu'à l'hôpital d'Uturoa. Une information que le maire, Sylvian Teroatea, a appris par les réseaux sociaux. Je n'ai pas du tout été informée de l'arrivée d'abord de l'hélicoptère, encore moins de 2 personnes venant de Tahiti, là où le site est contaminé, puisque nous sommes à 37 toujours aujourd'hui. Et donc, nous sommes en train de prendre des mesures pour protéger notre population. Le maire de Tapu Tapuatea était, lui, au courant de la démarche car la patiente réside dans sa commune. De son côté, le Haut-Commissariat précise qu'aucune faveur n'a été accordée. Les textes du confinement prévoient les situations exceptionnelles, telles que le motif familial impérieux. Mais le maire ne l'entend pas de cette oreille. Ils ont été escortés par la gendarmerie jusqu'à l'hôpital, escortés de l'hôpital jusqu'à la limite de Tapu Tapuatea, escortés par la police municipale jusqu'à leur foyer. Ce n'est pas un traitement de faveur. Comment vous appelez ça? Moi, je dis que c'est un traitement de faveur. Quant à la société d'hélicoptères, elle avait dans un premier temps refusé le transfert dans le contexte actuel, mais avec l'aval des instances de l'État, l'aviation civile a validé le déplacement. Et de son côté, le Haut-Commissariat répond, je cite, que la situation de crise ne laisse pas de place à des polémiques bien éloignées de nos traditions familiales. Fin de citation. Et nous venons tout juste de l'apprendre, l'interdiction de vendre de l'alcool est levée. Dès demain matin, tout le monde pourra de nouveau acheter de l'alcool dans les magasins, donc à Tahiti. Et nous allons tout de suite retrouver Gilles Taoutou et Sandro Ly qui sont avec des agents de la DSP. Les risques de cambriolage, je le disais, sont plus importants depuis le confinement. Gilles Taoutou, vous êtes en direct avec nous. Est-ce que les rondes seront plus nombreuses ?
Écoutez, Natacha, j'ai pas bien entendu la question, mais j'ai essayé de comprendre le sens. Si vous me parlez de l'ambiance ou bien des contrôles effectués par la direction de la sécurité publique ici à Papeete, c'est le cas. Vous avez qu'à voir, les véhicules sont ici. Mais au-delà de ces contrôles, Natacha, on va également parler avec notre invité, le commandant Tuheyava Tamatea, de la sécurité en général de la capitale, puisque vous le savez, depuis un peu plus de 12 jours, la capitale est fermée. Beaucoup de commerces sont fermés. Commandant, comment se passent d'abord les contrôles de tous les soirs et après la deuxième question, c'est surtout la surveillance de la ville de Papeete. Alors, comme vous pouvez le voir à l'instant, là, à l'arrière et aussi sur l'autre côté du rond-point, donc des contrôles ont bien sûr lieu quotidiennement, de jour comme de nuit, par l'ensemble des effectifs de la sécurité publique, avec bien sûr comme ligne de mire les gens qui ne respectent pas les mesures de confinement et qui ne sont pas à portée de l'attestation requise. Donc ces contrôles, on les fait avec rigueur et sérieux. Et bien entendu, on continuera à le faire tant que ce sera nécessaire. Sur la partie sécurité générale, et cela fait partie de nos missions recentrées depuis le début de la crise, il est clair que pas mal de commerces ont été fermés dans le cadre de ces mesures de confinement et beaucoup moins de personnes en plus se rendent sur la capitale. Ce qui fait que potentiellement pas mal de commerces et de petites sociétés sont fermées et peuvent devenir des victimes de cambriolage, de vandalisme et autres. Et ça, on y veille en tout temps, de jour comme de nuit. Donc des mesures de surveillance particulières sont prises à ce sujet. Est-ce qu'il y a eu moins de vols depuis le confinement de la population ou les chiffres sont restés pareils ? Alors on a noté que certains vols et puis certains cambriolages, dont d'ailleurs des auteurs ont pu être surpris, soit à l'initiative des patrouilles de police, soit parce qu'on a été requis par des personnes qui ont observé des choses pas tout à fait normales. Mais a priori, non, les vols n'explosent pas sur la circonscription et les communes de Papeete et Pire-Air. On va prendre encore quelques secondes de votre temps. Vous avez également une patrouille en civil qui tourne toute la nuit. Alors, de jour comme de nuit, on a des effectifs en tenue, comme vous le voyez sur les contrôles à l'instant. Mais évidemment, on a aussi des équipes en civil qui sont chargées de manière très discrète de pouvoir surprendre soit les cambrioleurs qui tentent de s'introduire et de commettre des méfaits, soit aussi pour participer à cet effort ou de contrôle des personnes en circulation ou alors des personnes confinées chez elles. Mon commandant, je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour répondre à notre question. Voilà, Natacha, vous le voyez, Papeete est sous bonne garde. Papeete sous contrôle. Merci beaucoup Gilles Taoutou d'avoir été en direct avec nous. On parle économie à présent avec les pêcheurs qui sont autorisés à poursuivre leur activité. Même plus que cela, le gouvernement les encourage vivement à aller en mer pour qu'il n'y ait pas de rupture dans la chaîne de fourniture de produits frais. Les communes et les coopératives doivent donc continuer la distribution de carburant de leur côté. C'est en tout cas ce qu'a rappelé le ministre de l'économie bleue, Teva Rohfritsch, hier. De leur côté, les pêcheurs ont revendiqué, eux, le droit de partir de nouveau pêcher en binôme. Le gouvernement a accepté. On part en mer avec Ignacio Ravaino et Jacques Damour. Regardez. Une petite effervescence ce matin, mais qui se fait de plus en plus rare au port de pêche de Papeete. Sur la 60aine de palangriers que compte la flotte de pêche de la Polynésie, moins d'une dizaine est encore en activité. Les pêcheurs en sont conscients. Comme en ce moment, il y a la crise là, il y a du perte d'argent qui sort. On a du mal aussi à fournir aussi du poisson, comme il y a plein aussi de pêcheurs. Du coup, on a aussi du mal, comme on est tombé aussi en panne. Du coup, il faut remonter. À la pesée aussi, on s'active afin de ne pas briser la chaîne du froid, mais l'impact du Covid-19 se fait de plus en plus ressentir. À cause de ça, des fois les bateaux ils restent à terre parce que soit ils veulent rester auprès de leur famille par rapport au confinement, ou sinon il y a des bateaux qui vont en pêche pour pouvoir quand même gagner aussi un peu leur vie, quoi. C'est ici que les poissons que l'on a vu débarquer arrivent, ils sont accrochés là, ensuite les filets sont enlevés pour ensuite être préparés, c'est-à-dire qu'on enlève tout ce qui est arête, tout ce qui est peau, ceci. Ici, d'autres filets sont donc mieux préparés. Là, on affine la préparation. Toutes les parties
que les gens n'aiment pas consommer sont enlevés aussi, avant d'être mis sous cellophane et enfin apprêtés pour arriver sur vos étals. Pour les plus petits bateaux, c'est la promiscuité entre les membres d'équipage qui fait débat. Limité à une personne par embarcation au début de la crise, ils peuvent désormais sortir à 2 pour ce genre d'embarcation, un soulagement pour ces pêcheurs. La bonité, c'est 3 personnes. Pour démarrer, c'est 2 personnes. 3 personnes, pourquoi? Parce que le capitaine en haut et derrière, il a un écart de 6 mètres derrière et déjà la largeur du bateau c'est 4 mètres, chacun dans leur coin. Donc c'est autant de sécurité de mise, alors que dans les magasins c'est 1 mètre qu'on demande. Et nous on a la marge devant nous, donc on ne risque pas de transmettre cette maladie, tout simplement. Par contre, étant patentés, les pêcheurs qui prennent une personne à leur bord doivent déclarer celle-ci à la CPS selon les textes qui régissent la profession. Les pêcheurs qui sont tenus, eux aussi, de respecter les consignes sanitaires pendant les opérations de livraison. Et vous le savez, le secteur économique se ronge les ongles en pleine période de confinement. Comment réussir à passer la crise? Ça s'annonce très compliqué pour tout le monde, du chef d'entreprise aux salariés, en passant par le patenté. La cellule de crise du CEFI reçoit en moyenne 8000 appels par jour, preuve de l'inquiétude du secteur tout entier. Sur place, une quinzaine d'agents se relaient pour tenter de répondre aux interrogations des uns et des autres. Cela va de comment payer ses employés à la suspension de contrat. En résumé, c'est compliqué. Corinne Tehitia, Hubert Liao. 200 appels à gérer en une journée par agent. Le PCECO tourne à plein régime depuis une semaine. Des demandeurs d'emploi, des employeurs, des patentés qui sont dans des situations critiques en termes d'activité professionnelle et qui s'inquiètent de leur avenir du coup. Donc nous, on centralise les demandes et avec l'ouverture de certaines mesures mises en place par le gouvernement, on essaye de répondre au mieux aux attentes en fait, de ce public. La principale inquiétude est le plan de sauvegarde de l'économie, c'est-à-dire les aides pour les salariés et les patentés. Les aides donc, ont été annoncées, les formulaires sont maintenant disponibles. Les personnes, d'ici vendredi, sur la plateforme net.pf, les chefs d'entreprise et les entrepreneurs auront la possibilité de télédéclarer leur situation pour se faire connaître l'état de leur situation de leurs salariés ou leur situation personnelle pour qu'elles puissent être traitées d'ici le 20 avril. Le montant de l'aide varie en fonction de la situation de chaque salarié. Elle peut atteindre 100 000 francs. Les aides qui ont été annoncées vont être versées donc, pour une durée d'1 mois. Donc on va compter à partir de la date de début du confinement qui est au 20 mars. Donc les premiers paiements pourront intervenir aux environs du 20 avril. À côté de moi, 2 agents du CEFI qui continuent à réceptionner les appels. Alors ce que l'on peut dire et ce que l'on doit retenir, c'est qu'à partir de vendredi, cette plateforme économique qui va être mise en place sur Internet, net.pf, alors c'est pour les entrepreneurs, pour les chefs d'entreprise, pour les patentés. Vous pouvez y aller pour remplir vos demandes d'aide. Pour celles et ceux qui n'ont pas Internet à la maison, eh bien, il n'y a pas de souci. Vous appelez au 444 200, le numéro vert du PCECO, et ce sont ces personnes qui vont répondre et qui vont remplir les documents à votre place. On rappelle que ce PC Crise est ouvert de lundi au vendredi de 7h à 17h et le samedi de 7h à midi. Et vous aurez noté le numéro de la cellule, le 444 200. Donc, santé, toujours avec la CPS d'abord, qui a décidé de rester ouverte pour répondre aux besoins de la population. Les 500 agents sont quasiment tous à leur poste. Gestion de la période de crise oblige, remboursement des dépenses de santé, organisation des évacuations sanitaires au compte-gouttes et délivrance de carnets rouges. Les malades et les professionnels de santé auraient beaucoup de mal à faire sans. Vous allez entendre la réaction d'une infirmière libérale et celle du directeur de la CPS, Yvonique Raffin. Ils répondent tous les deux à Gilles Taoutou et Sandroli. C'est une bonne chose parce que là, je viens payer mes cotisations maladie. Et donc, voilà quoi, il faut venir malgré tout. Mais il faut sortir avec les masques. Très important. C'est très bien, oui, qu'ils assurent une continuité parce qu'on est sur le terrain, on est en première ligne et si en plus on avait tout le côté administratif qui ne suivait pas, ce serait très compliqué. Notre objectif premier, c'est de maintenir une activité à 100%. Parce qu'en face, il faut qu'on règle les prestations, etc. Donc, j'ai décidé qu'avec l'autorisation des délégués du personnel, des syndicats, ça c'est important de le souligner, de mettre en place des horaires alternés. Alors les horaires alternés, c'est quoi?
c'est 50% du personnel est en faction de 6 heures du matin à midi et 50 autres, donc le reste, prennent leur fonction à partir de 12h30 jusqu'à 18h30. Vous l'aurez compris, les horaires d'ouverture restent donc quasiment inchangés. Et pendant le point presse quotidien de la cellule de crise du gouvernement, le ministre de la Santé, Jacques Rénal, a annoncé qu'il avait la quasi-certitude d'un premier cas autochtone de coronavirus en Polynésie. L'un des 37 malades aurait en effet vraisemblablement attrapé le Covid-19 sur le territoire, peut-être en côtoyant quelqu'un qui ne présentait aucun symptôme ou en ayant touché un objet contaminé. On ne le sait pas pour l'instant. Le gouvernement qui veut donc élargir les actions de dépistage et qui demande aux médecins libéraux de relever tout ce que l'on appelle les syndromes fébriles et qui peuvent faire penser aux signes de Covid-19. On écoute Jacques Rénal, il est au micro de Gilles Taoto et Sandroli. Nous souhaiterions donc qu'ils puissent relever de façon systématique tout ce que l'on appelle les syndromes fébriles, c'est-à-dire tout ce qui est des cas de fièvre, les cas qui peuvent ressembler éventuellement, lorsqu'ils ont des consultations ou des interrogations téléphoniques de leurs patients, qui peuvent ressembler aux signes de la maladie Covid-19. Et je vous rappelle que si vous toussez, que vous avez de la fièvre, vous pouvez composer le 15. Il y a un autre numéro gratuit, le 444 789, une ligne qui est ouverte 7 jours sur 7, dès 8h du matin. Et des professionnels de santé sont là pour répondre à toutes vos questions. Vous avez peut-être de l'asthme, vous faites peut-être partie de ceux et celles qui ont la BPCO, la fameuse bronchopneumopathie chronique obstructive. Dans ce cas-là, vous avez besoin de concentrateurs d'oxygène pour vous protéger du Covid-19. La BPCO concerne 15% de la population polynésienne. Des patients très inquiets dans ce contexte sanitaire qui ne doivent en aucun cas interrompre leur traitement selon les pneumologues. On fait le point tout de suite avec Caroline Fary, Heyata Buluk et Patrick Tsinsin. Anita, 82 ans, est asthmatique, une patiente à risque en cette période d'urgence sanitaire et une inquiétude légitime pour les personnes en insuffisance respiratoire. Chez ce pneumologue de Papeete, le standard téléphonique déborde. Le praticien conseille de ne surtout pas interrompre les traitements habituels, mais on s'interroge sur les risques encourus. Il n'y a pas d'études au large, d'accord, mais on pense que le problème la possibilité d'avoir des problèmes important, c'est plus important, c'est plus significatif chez les personnes qui ont des pathologies respiratoires, bien entendu. Johan, père d'un petit garçon asthmatique, effectue une surveillance de routine. Je dirais que je ne le protège pas particulièrement, mais on est quand même prudent, on fait attention, on respecte bien les consignes qui nous sont données. Voilà. Reste que pendant le confinement, les tests respiratoires EFR pratiqués couramment par le médecin sont interrompus car trop risqués. L'exploration fonctionnelle respiratoire, c'est un test très important pour nous. C'est pratiquement notre test de base. Ils ont été pratiquement arrêtés et on ne fait que de forme exceptionnelle parce que logiquement, le virus, l'une des manières d'être contaminé, c'est par voie oropharyngée. Donc il existe un risque important au niveau de la contamination. Enfin, notez que le tabagisme peut provoquer des lésions respiratoires plus sévères en cas d'infection par le Covid-19. Oui, c'est l'heure à présent de retrouver le président du syndicat des médecins libéraux, Didier Bondou, qui va répondre à vos questions ce soir en direct via Messenger aux questions que vous nous avez posées sur Facebook. Didier Bondou, bonsoir. Vous avez entendu le ministre de la Santé. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire si vous allez répondre favorablement à cette demande du gouvernement qui compte sur vous pour recenser les patients les plus fébriles qui pourraient être porteurs du coronavirus ? Oui, bonsoir Natacha, j'espère que la liaison est bonne parce que je ne vous entends pas très bien. On vous entend bien, on vous voit bien. D'accord, nous avons rencontré hier après-midi avec le représentant des infirmiers libéraux à la cellule de crise, avec le ministre, les représentants de la race. Et effectivement, on va se mettre en place une cellule de veille sanitaire concernant le Covid, ou tout au moins des symptômes qui pourraient ressembler au Covid, ce qui nous permettrait de rassembler les informations au niveau des cabinets de chaque médecin libéral et de remonter les informations avec des études statistiques qui iraient à la veille sanitaire. On espère qu'en échange,
on aura nous aussi des informations qui ne seront peut-être pas publiées au niveau du grand public, mais qu'on puisse savoir plus précisément les zones où il y a effectivement des Covid positifs et que surtout les médecins traitants puissent en être informés. Ça nous paraît essentiel pour la bonne prise en charge de cette crise. On va passer aux questions internautes, si vous le voulez bien. Celle de Jean-Michel Serrand d'abord. Pourquoi seulement 0,15% de la population a été testée à Tahiti à ce jour ? Alors, je dois dire que je n'ai pas fait le calcul, mais ce n'est pas du tout la démarche de la veille sanitaire ou du ministre de la Santé. On ne fait pas du dépistage de masse. On fait du dépistage autour de symptômes évocateurs de Covid qui sont rassemblés soit par le médecin traitant, soit par un médecin dispensaire. Tout cela est centralisé par le centre 15 qui, par la suite, dépêche éventuellement et décide d'un diagnostic au laboratoire ou pas. Une autre question. 0,15%. Pas grand-chose. Une autre question qui revient souvent, c'est Anne Roloulet qui la pose ce soir. Parmi les personnes recensées, y a-t-il des personnes guéries ou en voie de guérison ? Des personnes sur la voie de guérison, je pense que c'est l'extrême majorité. La preuve en est, il n'y a qu'un seul hospitalisé. Par contre, c'est un peu tôt pour parler de guérison. On sait que le virus peut être en place dans l'organisme pendant 14, 15 jours, 3 semaines, voire plus. Donc, il faut vraiment attendre d'avoir la fin totale des symptômes pour pouvoir décider de la guérison complète. Une autre question de Tino Tinurua pour les habitants des îles. Y a-t-il des testeurs pour faire du dépistage dans les îles ? Oui, tout à fait. En fait, le but est que à chaque hôpital ait ce qu'il faut pour faire des prélèvements. Des prélèvements sauf au niveau nasal avec des sortes de gros écouvillons, si possible les 2 narines, c'est assez profond, environ 15 cm, c'est pas très agréable. Mais une fois que le prélèvement est fait, il y a toute une structure qui se met en place, soit avion pour les îles, soit le but est d'aller chercher ce prélèvement et de le ramener dans un des 2 laboratoires de Tahiti. Dernière question de Arapari Otaha Shelby. Il n'y a que 37 cas en Polynésie. Pour quelles raisons le confinement pourrait-il être prolongé ? Mais tout simplement parce qu'il peut y avoir parmi les cas surveillés des cas qui deviennent positifs. Et là, on repart, je dirais, à zéro, c'est-à-dire c'est des cas positifs qui pourraient de nouveau contaminer d'autres personnes, d'où le leitmotiv essentiel du moment, c'est le confinement. Rien que le confinement et toujours le confinement pour éviter qu'une personne qui serait peut-être avec très peu de symptômes aille contaminer une autre personne. Didier Bondou, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions ce soir. On vous retrouve la semaine prochaine en direct. Merci. Et puis vous le savez, mais ne l'oubliez pas, appliquez les gestes barrières pour vous protéger. Lavez-vous régulièrement les mains, toussez et éternuez dans un mouchoir à usage unique. Et même si c'est dur de s'en passer, ne serrez plus la main à vos amis, ne vous embrassez plus. On recommencera plus tard. Cet accident à présent cet après-midi à Miri, sur la côte ouest, une automobiliste alcoolisée a fait une chute de plusieurs mètres. Une jeune femme de 20 ans qui s'en sort avec seulement quelques égratignures. Et on se rend à présent à Hivaoa, aux Marquises, où les pompiers sont prêts à intervenir auprès de malades atteints de coronavirus. Ils assurent une permanence 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 à la caserne. Les volontaires se sont manifestés afin d'apporter assistance à la population au cas où. Le matériel a été réparti. Une vieille ambulance a même été reconditionnée au cas où il y ait des interventions. L'autre est utilisée quotidiennement pour les opérations courantes. On écoute tout de suite Johnny Séné, pompier adjoint chef de corps, qui présente le dispositif à notre correspondant Sylvain Lamiral. On a mis en service un véhicule d'intervention spécialement pour le corona. D'accord. Et pour les interventions classiques ? Ça sera le nouveau véhicule d'intervention reçu. Le moment le plus sombre du journal à présent, plus de 47 000 personnes sont mortes du coronavirus dans le monde, plus de 13 000 en Italie, près de 9 400 en Espagne, 4 032 morts en France, près de 5 000 morts aux États-Unis, dont 889 durant ces dernières 24 heures. Je vous rappelle l'information principale de ce journal. 3 mères de Raiatea en colère contre l'État après qu'un frère et une sœur ont obtenu des dérogations pour se rendre au chevet de leur maman mourante en hélicoptère depuis Papeete. Le maire d'Uturua ne comprend pas pourquoi elle n'a pas été prévenue. C'est un motif familial impérieux, a expliqué le haut-commissaire qui affirme que toutes les précautions sanitaires ont été prises. À la une de vos quotidiens, demain à la une de la Dépêche, elle s'intéresse au lien social grâce aux jeux vidéo. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre confiance chaque soir. Très bonne nuit malgré tout. Et puis pour l'alcool, c'était un poisson d'avril. Eh bien oui, le coronavirus n'empêche pas les blagues. Pas d'alcool demain donc. Désolé, c'est meilleur pour la santé. On se dira Manouya très vite, j'en suis sûre. On termine en musique avec des enfants de Tahiti qui en profitent pour monter un orchestre pendant le confinement. À demain, restez optimistes.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet